Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale béninoise affiche un nouveau visage, un visage monocolore, puisque les 83 députés installés ce jeudi sous haute surveillance sont tous issus de la majorité présidentielle. Au Cameroun, le gouvernement veut préserver la paix et l'unité coûte que coûte. Les autorités multiplient les actions en vue de la résolution de la crise anglophone. Un dialogue autour des revendications est annoncé. Et puis, comment stimuler l'économie numérique en Afrique? Eh bien, la question est au cœur de la 5e édition du Transform Africa Summit à Kigali, un événement marqué par la présence de plusieurs chefs d'État. Mais tout d'abord, ce drame au Mali. De fortes pluies se sont abattues sur Bamako et ses environs dans la nuit de mercredi à jeudi. Des intempéries qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. Le bilan fait état d'au moins 15 morts, 2 blessés et des dizaines de sinistrés. Une réunion d'urgence de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes a été convoquée. Les alertes de la société civile, les sirènes de l'Église catholique et les interpellations des communautés régionales n'auront rien changé. Les 83 députés élus lors des élections législatives contestées du 28 avril ont été officiellement installés ce jeudi au Bénin dans une assemblée nationale désormais entièrement monocolore, une première depuis 1990. Compte rendu dans ce reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin, commenté par Fanny Mounichi. Les 83 députés élus aux élections législatives du 28 avril 2019 ont officiellement pris leurs fonctions ce jeudi 16 mai à l'Assemblée nationale à Porto Novo. La cérémonie d'installation s'est déroulée sous haute surveillance policière et militaire. Le Parlement est désormais composé de 47 députés du Parti Union progressiste et de 36 députés du Bloc républicain, deux formations politiques proches du chef de l'État, Patrice Talon. On mesure le sens de cette responsabilité et je veux simplement dire merci à tout le peuple béninois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et les assurer de ce que ce Parlement sera un Parlement au service du peuple, au service de notre démocratie et surtout pour un contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte de tension, né des suites de l'exclusion des partis de l'opposition. S'en sont suivis des violences au centre et au nord du pays le 28 avril et des émeutes les 1er et 2 mai 2019. 4 personnes y ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées selon une enquête publiée par l'ONG Amnesty International. Les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. À Cotonou, l'ancien chef de l'État Boni Yayi serait en résidence surveillée. Il avait réclamé du président Patrice Talon une annulation des élections législatives. Rien n'y fit. Le processus électoral semble suivre son cours malgré la contestation. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré s'est exprimé face au Parlement ce jeudi 16 mai. Un discours sur l'état de la nation dans lequel il a salué les performances réalisées en 2018 malgré un contexte sécuritaire difficile. Il s'est également dit confiant quant aux perspectives, notamment sur le plan économique et social, au vu des nombreuses réformes entreprises afin d'améliorer le taux de croissance et le niveau de vie des populations. Soyez sûr que je vais revenir. L'ancien président tunisien Ben Ali, qui s'était gardé de toute déclaration depuis la chute de son régime en 2011, est sorti de son mutisme ce mercredi. Une sortie pour rassurer sur son état de santé, objet de spéculation ces derniers mois, mais également pour faire une promesse, celle de son retour. Explication avec Ashley Duprat. 8 ans que le raïs tunisien déchu ne s'était pas adressé aux Tunisiens. Le mardi 14 mai, Zine El Abidine Ben Ali est sorti de son droit de réserve et c'est par le biais du compte Facebook de son avocat Mounir Ben Salah qu'il s'est adressé à la nation tunisienne, après de nombreuses suspicions autour d'un éventuel discours. Des informations se sont relayées à propos de mon état de santé et plusieurs autres détails portant sur ma personne en tant qu'ancien président de la République.
Je souhaite prospérité à ma chère Tunisie et son peuple et qu'elle soit épargnée de toutes les difficultés. Mais je refuse catégoriquement que je sois instrumentalisé en politique. À l'origine de cette missive, des photos circulant sur les réseaux sociaux du président déchu amaigri qui aurait blessé son entourage. Mais dans cette adresse, le principal intéressé promet de revenir en Tunisie où il a été condamné par contumace à 100 ans d'emprisonnement dans différentes affaires de droits de l'homme et de corruption. Pour certains observateurs, si la sincérité de ce message n'est pas à démontrer, il n'arrive pas à un moment anodin. Il y a pas mal de voix en ce moment en s'appuyant sur une situation économique et sociale critique pour faire nous croire que l'époque de Ben Ali était vraiment le paradis, quoi. Mais moi je trouve que si cette lettre-là est véridique, ça va dans ce sens-là en fait. À quelques mois des élections législatives et présidentielles, le nom de l'ex-président s'est aussi retrouvé au cœur des débats. Certaines formations, dont le Parti des Historiens libres, revendiquent son héritage politique. Quelle issue pour la crise anglophone au Cameroun? Eh bien, la persistance des attaques des séparatistes malgré la riposte militaire a conduit les autorités à changer de stratégie. Désormais, un seul mot d'ordre, le dialogue. Le gouvernement se dit prêt à aborder toutes les questions, exception faite de la sécession. Nathalie Mo. Les autorités camerounaises multiplient les actions en vue de la résolution de la crise anglophone. Sur le plan sociopolitique, on a noté la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration et l'accélération du processus de décentralisation, ainsi que le lancement d'un plan d'urgence humanitaire de plus de 12,716 milliards de francs CFA. Malgré toutes ces mesures, les tensions demeurent dans les régions anglophones du Cameroun. Toutes les démarches qui sont entreprises par le gouvernement camerounais dans l'optique de la résolution de la grave crise politique, idéologique, identitaire et sécuritaire qui secoue les partis anglophones du pays sont des mesures qui sont intéressantes et qui sont appréciables du point de vue de leur consistance. Depuis 2017, la crise socio-professionnelle de départ s'est radicalisée, entraînant une réponse militaire des autorités. Une erreur stratégique de l'avis de certains observateurs. Des populations se plaignent de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées à la hauteur de leurs desiderata, que leurs points de vue ne soient pas intégrés, ne soient pas pris en compte dans la gestion des choses qui les concernent, et croire que vous pouvez vous limiter à adopter des résolutions au niveau central et les imposer ainsi aux populations qui se plaignent justement de marginalisation. Il est important d'intégrer la dimension historique, la dimension identitaire, la dimension culturelle qui permet donc de comprendre les ressorts du conflit. Ouvrir l'espace au dialogue inclusif avec les séparatistes, les autorités camerounaises se disent prêtes. Le gouvernement a annoncé en mai 2019 la tenue prochaine de discussions autour des revendications des sécessionnistes, exception faite de la partition de l'État du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, la 5e édition du Transform Africa Summit s'est ouverte ce 15 mai à Kigali en présence des présidents Paul Kagame, Uhuru Kenyatta du Kenya ou encore Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Autre présence très remarquée, celle de Sophia, le premier robot humanoïde. Reportage de Fraternenda Kiaisenga, notre correspondant au Rwanda. Le Transform Africa Summit s'est rendu à sa deuxième journée ce 15 mai 2019, une journée marquée par une session présidentielle. Les présidents Paul Kagame du Rwanda, Uhuru Kenyatta du Kenya et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ont pris part à un panel de discussion intitulé « Booster l'Afrique ». Même si nous faisons appel aux investissements du secteur privé, les gouvernements africains doivent aussi investir, notamment dans les infrastructures digitales. Et après, on pourra accuser le secteur privé de ne pas profiter de cette base déjà établie pour connecter le continent. En plus des discours des chefs d'État et autres hauts dignitaires, les participants au sommet sur la transformation africaine grâce à la technologie et l'innovation ont pu suivre le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde, considéré aussi comme l'une des plus grandes inventions technologiques de l'histoire. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis très contente d'être à Kigali. Mon message est simple. Nous ne devons pas aller loin pour remarquer combien l'intelligence artificielle est en train de révolutionner l'économie mondiale. En Afrique, par exemple, les startups ont commencé à l'intégrer dans les secteurs de la santé et l'utilisent pour améliorer la sécurité alimentaire à l'aide des drones et bien d'autres exemples.
Depuis sa première édition en 2015, le sommet sur la transformation économique de l'Afrique se déroule chaque année au Rwanda. Cependant, il a été annoncé que la prochaine édition aura lieu en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.